messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le lundi 9 octobre 2023, il est 10h30 et nous allons vous accompagner jusqu'à 11h30, 60 minutes de direct. Alors ces 60 minutes sont divisées en deux parties. Première partie consacrée au débat, et aujourd'hui dans le débat, nous allons parler de la rentrée universitaire et tout ce qui la caractérise avec nos invités tout à l'heure. Deuxième partie de l'émission, elle est consacrée aux rubriques. Alors c'est vrai que l'université prépare les étudiants à la vie professionnelle. Comment réussir son entretien d'embauche? C'est la question à laquelle répondra notre invité de conseils pratiques tout à l'heure. Et bien sûr, pour passer un entretien d'embauche, le CV est indispensable et c'est Wahida Salem Shrif dans sa rubrique Wisher qui nous en parlera. Voilà le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans l'émission Ma famille, ma vie, et ça commence tout de suite. Mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, 60 minutes de direct. On est en direct avec vous aujourd'hui. Vous pouvez vous aussi participer à l'émission en nous appelant au numéro qui va s'afficher en bas de votre écran. Le 021 23 98 91, le 021 23 98 91 pour nous poser des questions ou témoigner. Le thème du jour aujourd'hui, c'est la rentrée universitaire. Et pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Abdelhakim Djebrani. Vous êtes directeur des finances au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Avec nous aussi, professeur Jamel Din Akretch, vous êtes recteur de l'université de l'USCHB. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors on va parler aussi des nouveautés justement de la rentrée universitaire. Alors la rentrée universitaire a été lancée officiellement le 23 septembre dernier. Aujourd'hui nous allons revenir sur les nouveautés qui la caractérisent. Alors il y a eu un certain nombre de parcours de formation professionnalisants qui ont été lancés. Monsieur Djebrani, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors merci. Il faut dire d'abord que la rentrée universitaire reste un événement majeur dans la vie d'un secteur comme le secteur de l'enseignement supérieur. Certes, c'est un événement récurrent qui revient chaque année, mais il marque comme chaque année la venue ou l'arrivée d'une nouvelle cohorte de citoyens algériens, de jeunes algériens, de bacheliers qui viennent rentrer un petit peu dans les amphithéâtres de l'université algérienne dans l'espoir de faire aboutir leur parcours par l'obtention d'un diplôme universitaire. Ils sont plus de 300 000 nouveaux bacheliers cette année qui ont rejoint l'université. Cette rentrée universitaire a été marquée par, peut-être qu'on reviendra par la suite, à la numérisation, par la numérisation de tout le processus oui. d'orientation, de préinscription, d'inscription définitive et même des inscriptions aux prestations d'œuvres universitaires. Peut-être qu'on y reviendra. Cette année, cette rentrée universitaire a été aussi marquée par l'ouverture de nouveaux parcours de formation, des parcours, comme vous l'avez si bien dit, professionnalisants, des parcours qui ont été montés avec des partenaires socio-économiques, notamment dans 4 domaines de technologie, des technologies de pointe, qui répondent un petit peu aux besoins du pays en termes de développement industriel. Il s'agit du dessalement d'eau de mer, comme vous l'avez dit. Il s'agit du traitement des eaux usées. Il s'agit aussi de l'informatique quantique. Mais aussi, il s'agit de la promotion de l'hydrogène vert. Voilà. Et le dessalement de l'eau de mer, justement, c'est à l'USCHB, n'est-ce pas, oui, professeur ? effectivement. Donc, nous avons lancé cette année donc, le master en dessalement d'eau de mer, d'ailleurs en réseau avec l'université de Ouargla. Donc, ce master donc, va permettre, disons, la formation donc, de cadres pour le dessalement, d'ailleurs le dessalement d'eau de mer. Donc, c'est une priorité nationale qui a été lancée par M. le Président de la République. Et bien sûr, c'est une des alternatives
qui va nous aider à lutter contre ce manque d'eau, cette sécheresse. Et donc, la ressource en eau est devenue une affaire très importante, justement, vu les changements climatiques et tout ça. Donc, c'est quand même un sujet assez important. Oui, c'est sûr, évidemment. Bon, l'eau, c'est la vie. Oui. Et donc, maintenant, d'ailleurs, quand on parle des thèmes de recherche qu'on développe, on parle de la sécurité énergétique, de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire. Maintenant, on parle de plus en plus de sécurité hydrique. Exactement. Et effectivement, mon collègue Dr Djibrani a parlé aussi donc, du traitement des eaux usées, parce que ça aussi, c'était notre volet pour cet approvisionnement en eau. Donc, on va vers ce qu'on appelle maintenant les eaux non conventionnelles, donc en dehors des barrages, ce qu'on a au niveau des barrages. D'accord. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre journaliste justement qui va nous parler de tout cela, des nouveautés aussi, tout de suite. Pour l'année universitaire 2023-2024, l'université algérienne, à travers tout le territoire national, comptera plus d'1,6 million d'étudiants et environ 70 000 enseignants. Sur plus de 331 000 nouveaux bacheliers inscrits, 312 245 ont déjà été orientés. L'année universitaire a vu une forte demande pour les spécialités scientifiques et technologiques, avec 64% des nouveaux étudiants s'orientant vers ces domaines. 63% ont opté pour les sciences humaines et sociales. Le dessalement de l'eau de mer et le traitement des eaux salines font partie des nouvelles spécialités adaptées au marché de l'emploi et introduites dans plusieurs établissements. Quant au renforcement des formations médicales, 14 nouveaux points de formation ont été créés, attirant ainsi 4000 étudiants. De nouvelles écoles supérieures ont vu le jour dans le pôle technologique de Sidi Abdallah avec l'inscription de 200 étudiants à l'École nationale supérieure de la nano et nanotechnologie, ainsi que 215 autres à l'École nationale supérieure de la technologie des systèmes autonomes. Pour ce qui est du plan organisationnel, les inscriptions universitaires sont désormais entièrement numérisées avec l'introduction d'une carte intelligente unifiée permettant d'accéder à divers services universitaires. Le secteur de l'enseignement supérieur sera renforcé par la... Donc voilà, c'était le sujet de MLCDD qui est revenu justement sur les nouveautés et aussi elle a parlé aussi de l'ouverture de 2 nouvelles écoles supérieures, deux écoles nationales supérieures avec des spécialités de pointe. De pointe, exactement. Oui. Et c'est au niveau du technopôle de Sidi Abdallah. Vous savez qu'on est en train de finaliser la réalisation d'un technopôle, je vais dire unique, en Algérie. C'est le premier en Algérie. C'est un pôle universitaire purement technologique qui s'étend sur 87 hectares avec 20 000 places pédagogiques, avec toutes les structures donc, de gestion qu'il faut, une administration du pôle, un auditorium, une grande bibliothèque principale, des résidences universitaires autour. Au niveau de ce pôle, nous avions déjà ouvert 2 écoles, cela fait 2 années, une en intelligence artificielle, l'autre en mathématiques. Nous avons ouvert cette année, donc, comme cela a été précisé dans le VTR, une école en nanotechnologie et en nanosciences, une autre école en système embarqué avec l'aide très étroite de l'USTHB pour la nanoscience et les nanotechnologies et de l'université de Blida 1 pour l'école des systèmes autonomes et des systèmes embarqués. Nous préparons aussi, sur instruction de M. le Président de la République, l'ouverture, exactement, une nouvelle école en cybersécurité. D'accord. Voilà. Non, une cybersécurité qui sera où, justement? Toujours à Sidi Abdallah. Toujours à Sidi Abdallah, toujours avec en coordination avec d'autres universités. Exact, tout à fait, bien sûr. Et aussi, on parle aussi de l'amélioration du taux d'encadrement en renforçant le staff
le staff pédagogique. Ça a été une... C'est important. Cette année a marqué donc, le recrutement pour la première fois de l'histoire de l'Algérie de 8000 enseignants-chercheurs à la fin, en une seule année. En fait, c'est une opération exceptionnelle qui a permis donc l'absorption des détenteurs de doctorat et de magistère jusqu'à la chômeur qui ont été recrutés, qui ont renforcé les rangs de l'encadrement pédagogique de tous les établissements d'enseignement supérieur pour faire atteindre le nombre d'enseignants global à quelques 70 000 enseignants au niveau national. Cela donc a permis d'une part de résoudre un problème crucial. Un petit peu le chômage, du chômage, exactement, au niveau de cette élite, mais aussi cela a contribué à l'amélioration du taux d'encadrement national qui a atteint en moyenne cette année le taux d'un enseignant pour 23 étudiants. Qui était un enseignant pour 25. Pour 25, voilà. Tout à fait. Oui. Donc cette opération sera suivie avant la fin de l'année en cours, avant la fin de l'année 2023, par le recrutement de quelques 1400 chercheurs permanents au niveau des centres de recherche, des 19 centres de recherche dont dispose le réseau de recherche nationale, mais aussi plus de 600 enseignants hospitalo-universitaires. Cela porterait donc le nombre d'enseignants-chercheurs et de chercheurs permanents qui sont recrutés durant l'année 2023 uniquement à quelques 10 000 recrutés. Une opération assez importante. On va dire qui ne sera probablement pas renouvelée, mais on reviendra à la norme qui est entre 1000 et 1500. Tout à fait, 1000, 1500 par année. Ça sera des opérations de recrutement ordinaire comme cela était avant. D'accord. Et aussi, on parle justement de ces enseignants, et puis les anciens enseignants ont été formés aussi pour l'introduction de l'anglais cette année à la faculté, à l'université. Justement, est-ce que les enseignants ont suivi justement une formation en anglais pour pouvoir donner des cours en anglais, et les nouveaux bacheliers aussi ont pu s'inscrire sur une plateforme pour pouvoir avoir des cours d'anglais et pouvoir suivre des cours d'anglais, n'est-ce pas, Monsieur Akratch? Oui, en fait, l'année dernière, donc, il y avait une opération donc, de formation de nos enseignants. Nous avions déjà un potentiel initial d'enseignants anglophones qui ont fait leurs études généralement dans les pays anglo-saxons. Et donc, il y a eu une formation d'un certain nombre. Donc, pour atteindre, d'ailleurs, au niveau de l'USTHP, nous avions un potentiel qui était estimé à environ 55% du corps enseignant capable, disons, d'enseigner en anglais. Il faut savoir que les chercheurs publient dans les publications scientifiques en anglais en général, donc ils ont déjà quelques notions, ils ont déjà de bonnes notions en anglais. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, l'adoption de l'anglais en sciences et technologies, c'est quelque chose de tout à fait naturel, c'est-à-dire sans rentrer. Parce qu'effectivement, si on veut faire de la recherche de qualité, un enseignant-chercheur est obligé de maîtriser l'anglais pour publier, d'une part, pour aussi présenter éventuellement des communications ou des conférences dans les conférences internationales, même échanger avec les autres chercheurs internationaux, parce que quand vous avez un enseignant-chercheur qui va dans un congrès, une conférence, un séminaire à l'étranger, vous savez, là-bas, tout le monde parle anglais. Donc si on ne maîtrise pas cette langue, on ne va pas tirer profit, disons, de la rencontre scientifique pour laquelle on a été invité ou on a participé. Donc ça, c'est un premier point. Donc ce qui fait que maintenant, particulièrement en sciences et technologies, donc les enseignants, le corps enseignant est en train de faire un effort. De l'autre côté, nous avons les apprenants aussi qui font un effort, et nous avons donc un démarrage actuellement. Donc on a lancé cette opération. Et bon, j'ai constaté en faisant... Justement, j'allais vous demander, depuis le début, comment que ça se passe sur le terrain? Il y a des spécialités où c'est pratiquement à 100%. Et ce qui est... c'est les spécialités où nous avons les meilleurs étudiants, où ça va à 100%, sans problème. Oui. Donc, par exemple, en informatique, en mathématiques et dans les sciences technologiques. Bon, dans d'autres spécialités, c'est progressif. Donc, il y a maintenant une volonté d'échange, d'y aller graduellement. Voilà. Et puis, on va aussi consacrer cette année à la formation, à la continuation de la formation des enseignants, d'une part, et aussi des apprenants,
Et puis aussi une sensibilisation, et je pense qu'il va y avoir un effet boule de neige, parce qu'en fait, les sections où c'est à 100%, où ça marche très bien, bon, en faisant un petit marketing, elles vont attirer le reste pour que tout le monde se mette à la langue anglaise. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait normal, et on aurait dû le faire peut-être il y a longtemps. Oui. Et ça d'ailleurs, ça va peut-être donner une visibilité à nos universités, parce que là, on va pouvoir recevoir plus d'étudiants internationaux, on va pouvoir mieux publier, puisque la maîtrise de la langue au niveau des laboratoires sera quelque chose de naturel. Et puis, donc ça nous mettra, disons, au diapason des pays émergents, développés. On a d'ailleurs des exemples, même au niveau de l'Afrique, de pays qui ont fait un grand bond en avant en maîtrisant justement la langue anglaise. Oui, l'ouverture aussi pour les étudiants étrangers, on va en reparler un petit peu tout à l'heure par rapport au label Study in Algeria, où on donnera un petit peu plus de détails. C'est vrai que l'anglais aidera beaucoup justement par rapport à ça. Alors je rappelle le numéro de téléphone aujourd'hui, on est en train de parler des nouveautés de la rentrée universitaire. Alors si vous voulez nous poser des questions ou témoigner, un seul numéro à composer, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, l'université, comme je le disais au début, c'est aussi préparer les étudiants à la vie professionnelle. Mais en général, les étudiants, en sortant de l'université, une fois diplômés, fraîchement diplômés, ils sont plus à la recherche d'un emploi. Ils ne pensent pas forcément à se lancer ou à avoir leur propre entreprise. Et justement, cette année, on s'y intéresse de près pour essayer aussi de former cette génération à s'investir et à proposer justement une start-up, une entreprise, un projet. Alors justement, monsieur le ministre ne cesse de le dire, il essaie d'inculquer justement cette culture d'entrepreneuriat et un petit peu de préparation du parcours professionnel de l'étudiant, tout en étant déjà à l'université et dans les amphithéâtres. En plus donc de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur, de l'amélioration de la recherche scientifique de façon à la rendre utile et en réponse, j'allais dire, à la demande de l'environnement socio-économique, en plus de l'innovation, Monsieur le ministre a ajouté cette dimension de la création de la richesse, de la création de l'emploi. Cet esprit qu'on veut inculquer à nos étudiants consiste donc à un étudiant qui, une fois à son diplôme, ne part pas à la recherche d'un emploi, mais plutôt cherche à en créer un emploi pour lui et autour de lui. C'est dans ce sillage donc que cette démarche visant à encourager les étudiants à créer leur micro-entreprise et pourquoi pas leur start-up qui tendent même à être labellisées par la Commission nationale donc justement, compétente. Comment on va encourager ces étudiants à créer leur propre petite entreprise, start-up et tout ça? Très bien. Il y a des interfaces déjà qui sont mises en place à l'intérieur même de l'université. Nous avons plus de 80 incubateurs qui sont installés au niveau de nos établissements. L'un des plus importants se trouve d'ailleurs à l'USCHB, professeur Akaj pourra en parler. Il y a des maisons de l'entrepreneuriat qui sont aussi installées partout au niveau de nos établissements. Les incubateurs sont gérés, vous le comprenez, par des professionnels du coaching, des professionnels en sciences économiques, en marketing, qui aident les étudiants à préparer leur business plan, leur projet, enfin à maturer leur projet et à transformer leur idée innovante en une entreprise capable donc de valoriser cette idée et de la transformer en une production, en un produit, c'est-à-dire, j'allais dire, apte ou qu'on peut commercialiser. Oui. Voilà. En plus donc de ces interfaces, nous mettons un dispositif, j'allais dire, réglementaire qui encourage aussi les encadreurs à accompagner leurs étudiants
en fin de cursus, qui préparent donc leur PFE, leur thèse de doctorat. Donc, ces encadreurs, le texte sortira, Inch'Allah, dans les jours à venir, permettra donc le texte permettra aux encadreurs de toucher une indemnité d'encouragement pour tout projet, pour toute start-up ayant obtenu un label dans l'année qui suit sa création et l'obtention du diplôme. Entre autres, nous encourageons aussi les étudiants à créer leur start-up en leur offrant un espace au niveau de l'université gratuitement pendant une année. Pendant 2 années même, s'ils présentent donc un espace de coworking, par exemple. Tout à fait, un espace de coworking, mais même une adresse. Parce que vous comprenez que la création d'une entreprise nécessite un registre de commerce et une adresse sociale. Exactement. Nous leur offrons cette adresse sociale gratuitement pendant peut-être même 2 années, jusqu'à ce que cette entreprise prenne des ailes et puisse voler de ses propres ailes. Donc, c'est des interfaces. Il y a aussi des expériences que nous sommes en train de monter, d'abord au niveau des 3 régions, 2 technopoles, l'un à Constantine et l'un à Oran, qui regroupent donc toutes les interfaces liées à la création de l'emploi en collaboration avec nos partenaires du ministère de l'économie, de la connaissance et des startups. Un 3e est en train d'être monté à Gherdaïa et nous comptons aussi généraliser cette opération au niveau des autres établissements universitaires. J'aimerais aussi parler d'une autre expérience qu'on est en train de monter aussi avec nos partenaires au niveau du technopole de Sidi Abdallah. 5 incubateurs sont en train d'être mis en place avec des partenaires quand même de renommée. Je citerai la Sonatrach, Naftal, Algérie Télécom, Lazal. Donc c'est des incubateurs qui permettront aux étudiants des écoles nationales supérieures en technologie implantées à Sidi Abdallah d'être accompagnés par des professionnels de grandes entreprises qui permettront la préparation de leur projet de création d'entreprise dans le futur, et en tout cas juste après l'obtention de leur diplôme. Très bien, et justement nous allons revenir sur l'incubateur de l'USTHP, Dr Akretch. Oui, enfin on en a 2. Oui. On en a 2. Donc l'année dernière a été d'ailleurs très active. Oui. Disons que ça a débouché déjà sur 339 projets innovants. Donc une partie de ces projets pourra être start-up, l'autre partie micro-entreprise. Donc, et puis pas plus tard qu'hier, j'étais en discussion avec un groupe, je ne citerai pas le nom, algérien, qui donc a visité les lieux. Donc on va s'entendre pour qu'ils nous mettent en place aussi un autre incubateur. Et puis ce qui est plus important, c'est que ce groupe, d'ailleurs dans la discussion, il va aider, donc il va accompagner les projets. Parce qu'en fait, le problème au niveau de l'incubateur, c'est surtout l'accompagnement des projets, parce que vous avez donc l'étudiant a une idée, elle est discutée, elle est acceptée, on déclare que l'idée est innovante, donc il va à l'incubateur. L'incubateur, au niveau de l'incubation de son projet, donc il y a des formations, il y a du coaching, etc. Donc pour financer toutes ces formations dont il a besoin, donc on cherche généralement des financements. Là c'est l'idéal quand c'est une entreprise qui le fait. Et en plus, c'est-à-dire qu'on va s'entendre qu'on fasse appel à projet, c'est-à-dire il y aura un jury mixte entre l'université et l'entreprise. Appel à projet, on va sélectionner les meilleures idées qui intéressent l'entreprise. Ensuite, l'entreprise donc va suivre les projets donc, à financer. Et à la fin, donc, lorsque la start-up sera créée, elle aura peut-être comme premier client l'entreprise qui l'aura suivi. Donc ça c'est une voie qui est très intéressante, qui va permettre aussi, disons, la protection de ces start-up. Parce que il peut y avoir des start-up, je dirais, libres, entre guillemets, mais lorsque les start-up sont accompagnées par des entreprises, parce que les grosses entreprises, en fait, elles peuvent exprimer leur, disons,
leurs besoins. Leurs demandes, leurs besoins, Leurs oui. besoins en sous-traitance. L'entreprise peut parrainer, par exemple. Voilà. Voilà. Et donc, en lançant ça, elle laisse les étudiants donc cogiter Oui. et proposer donc des idées. Ensuite, bon, il y a une discussion. L'idée peut être très intéressante. Ensuite, on la couve au niveau de l'incubateur. Ensuite, donc, ça sera là l'entreprise solide qui sera donc l'associé de la grosse entreprise. Alors, dans ce chapitre-là, d'ailleurs, nous avons pas mal de conventions que nous signons avec de grandes entreprises et généralement on négocie sur ce plan-là parce qu'en fait, quand on a dit l'étudiant, quand il sort, bon, avant il était demandeur d'emploi à 100%. Oui. Là, il va y avoir plusieurs alternatives. En fait, il y aura plusieurs segments. Il y aura le segment start-up, le segment micro-entreprise et il y a aussi le segment recrutement par l'entreprise parce qu'il y a aussi des formations professionnalisantes où l'entreprise forme ses futurs cadres. Oui. Ça aussi, on encourage ce type de formation. Donc, il y a, disons, une dynamique nouvelle et assez intéressante, contraire à celle qui avait avant, où on formait donc l'étudiant, lui donnait son diplôme et on le laissait, se débrouiller après. Se débrouiller tout seul. Donc il y a un accompagnement maintenant. Une solution qui va trouver on va dire, une solution par rapport au chômage, justement, au taux de chômage. Donc on a l'an dernier donc l'arrêté 1275 qui est célèbre, donc qui a été donc élaboré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Monsieur le ministre a donc insisté sur l'application de cet arrêté. Donc cet arrêté a permis de donc lancer cette dynamique de création de start-up, de création de micro-entreprises. Et puis donc on a maintenant une nouvelle vision un peu de l'université et de son fonctionnement. Voilà. Très bien. Alors, je rappelle encore une fois le numéro de téléphone. Aujourd'hui, on est en train de parler de la rentrée universitaire et toutes les nouveautés qui la caractérisent. Alors, si vous voulez participer au débat, si vous voulez nous poser des questions ou témoigner, un seul numéro, il va s'afficher en bas, voilà, il est déjà affiché. Le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et nous allons revenir maintenant sur le lancement du label Study in Algeria pour rendre le système de formation plus visible et attractif. À qui s'adresse justement ce label et quels sont ses objectifs, Monsieur Djebrani? Alors, la politique de l'Algérie en termes d'enseignement supérieur consistait depuis donc plusieurs années à s'ouvrir sur les pays, enfin les pays étrangers, à s'ouvrir à l'international et notamment à s'ouvrir à l'Afrique. Oui. Nous comptons chaque année quelques 5000 étudiants étrangers qui sont inscrits au niveau de nos établissements universitaires dans tous les domaines, dans tous les parcours, que ce soit les sciences et technologies ou les sciences sociales et humaines. Le label que vous avez cité, le label Study in Algeria, qui a été mis en place depuis l'année passée, donc permet de rendre plus visible cet effort jusque-là consenti sans qu'il ne soit aussi visible. Donc c'est une démarche qui permet d'attirer de plus en plus d'étudiants internationaux qui, vous le comprenez très bien, seront par la suite nos ambassadeurs au niveau de leur pays. Cela renforcerait donc la politique algérienne en termes de partenariat sud-sud d'abord. Et cela permettrait donc de tisser des relations au-delà du scientifique et du pédagogique, comme vous le comprenez. Il y a aussi l'institutionnalisation, oui. Vous m'excusez, d'une journée nationale donc de l'étudiant étranger en Algérie. Des efforts aussi ont été consentis l'année passée en accompagnant les étudiants étrangers les plus démunis, c'est-à-dire qu'on leur a même
j'allais dire, acquis des billets d'avion pour leur arrivée. Ils disposent donc, ils obtiennent même des bourses d'études et intègrent facilement les campus universitaires avec leurs collègues algériens. Ils bénéficient évidemment des prestations d'œuvres universitaires, tout comme autant que les Algériens. Ouais. Et cela donc dénote de l'ouverture de l'Algérie à l'international. Et quelles sont les universités qui serviront de locomotive justement à ce label? L'USTHB, bien sûr, je pense. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Nous avons déjà à peu près 400 étudiants internationaux. Et dans les 3 cycles, d'ailleurs, nous avons donc des étudiants en licence, en master et aussi en doctorat. En doctorat, d'ailleurs, l'an dernier, nous avions un major de promo, un Nigérian qui a été donc nouvellement inscrit et qui est très, très à l'aise. Et d'ailleurs, nous avions reçu une délégation nigériane de haut niveau qui avait fait donc tour. Donc, ils étaient très contents de le rencontrer. Et là, c'était une sorte un peu de publicité pour notre université et pour l'Algérie. Donc effectivement, là, aussi avec l'ouverture, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'enseignement en anglais, donc nous allons probablement attirer plus d'étudiants internationaux et particulièrement donc, qui vont venir surtout pour les disciplines les plus prisées. D'ailleurs, au niveau de l'USTHB, nous avons l'informatique qui est très très demandée. Parce que d'ailleurs, nous avons aussi un produit dont on n'a pas à rougir et qui franchement, les statistiques sont là. Les sortants de l'USTHB, particulièrement par exemple en informatique, occupent des postes, que ce soit à l'étranger, que ce soit au niveau national, ils sont très, très appréciés, ils sont de très haut niveau. On a eu des retours, beaucoup de cadres. Donc c'est disons, à ce moment-là, donc là, notre spécialité est très demandée. D'ailleurs, les minima de bac, pour l'ingénierie en informatique, un bachelier en sciences, cette année, pour accéder à l'USTHB, il lui fallait 16,62. 16,62 pour accéder à une université, c'est quand même... c'est quand même une moyenne aussi assez importante. C'est supérieur à certaines écoles. Voilà. Donc vous voyez la forte demande de cette filière à l'USTHB. Oui. Donc vis-à-vis de l'étranger, aussi, les étudiants internationaux demandent à être formés dans cette filière. Parce que nous avons un large éventail de spécialités, et c'est des spécialités de pointe mises à jour, donc qui forment donc des cadres de très haut niveau, qui sont donc versés dans le digital, dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est maintenant en avant au point de vue donc développement technologique. Et justement, pour la promotion de l'université, la dernière information, c'est l'université de Sétif qui se hisse au top 500 au niveau mondial. Ça, c'est aussi important et ça fait aussi la promotion des études universitaires algériennes. Oui, Monsieur Djebrani, Monsieur Akresh. Oui, effectivement, cette année, nous avions donc dans le classement, il y a différents classements. En tout cas, il y a le Times Higher Education, il y a le Q World, il y a le Webometrics, etc. Donc il y a des critères. Cette année, effectivement, dans le Times Higher Education, il y a eu 23 universités algériennes qui sont rentrées dans ce classement. C'est un classement en fait où il faut remplir des données, etc. Oui, d'ailleurs, nous, l'USTHB, c'est la première fois qu'on y participe. D'accord. C'est vrai qu'il y a peut-être des fois, c'est-à-dire quand on parle du classement, le problème des universités algériennes, c'est, disons, cette visibilité. Des fois, on ne sait pas comment donner nos informations, comment remplir nos informations, parce que quand vous avez un canevas à remplir qui se vérifie, c'est-à-dire il y a une technique que nous sommes en train, je dirais, d'apprendre. Voilà. C'est pour ça que déjà cette année, nous avons donc quand même, on a avancé, mais on peut faire nettement mieux. On peut faire nettement mieux parce que déjà,
À titre d'exemple, même pour le classement Shanghai, si je prends le cas de l'USTHB, parce qu'en fait, dans ce classement, il y a ce qu'on appelle les alumni. Leur production, elle est comptée. Nous, nos alumni, on n'a pas vraiment le contact, parce que si je prends l'USTHB, nous avons quand même, il y a des noms qu'on connaît même ici en Algérie, comme le professeur Habba, comme Melikfi Bournen, qui est membre de la commission du prix Nobel, Melikfi qui est à la NASA, enfin, et j'en passe. Il y a aussi Belkaïd, le docteur Belkaïd, qui va être directrice de l'Institut Pasteur de France et qui était au. Oui. Donc nous avons quand même. C'est-à-dire maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire ce linkage avec ces alumni et ensuite les référencer récupérer, les référencer comme quoi ils sont sortants de l'USTHB et leur production va être comptabilisée. Donc toutes ces techniques, nous sommes en train de les apprendre parce que ce n'est pas très simple. Donc avec ça, on peut avancer nettement dans le classement. Il y a aussi la fédération des efforts autour de Paul. Oui, il y a aussi il y a la proposition Tout de à fait. Paul, puisque M. Jbani en parle. D'ailleurs, nous sommes actuellement sur un projet de rassembler, c'est-à-dire créer un pôle Est d'Alger, pôle scientifique et technologique d'Alger, où il y aura l'USTHB avec toutes les écoles qui sont autour, parce que nous avons autour de nous l'école polytechnique, l'école l'ENSA, l'école d'architecture, l'école vétérinaire, l'école alimentaire. Enfin, il y a tout un pôle. Donc, en créant le pôle, c'est-à-dire qu'on va rajouter dans nos publications pôle scientifique et technologique d'Alger, ça va augmenter la production scientifique et ça va nous permettre donc d'avoir un pôle assez bien placé. C'est ce qu'ont fait des pays européens pour avancer dans les classements quand ils étaient assez loin des pays des États-Unis, la Chine et les habituels leaders, disons, dans ce classement. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, on comprend mieux comment se fait le classement. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'avoir participé. Je rappelle, monsieur Abdelhakim, Djebrani, vous êtes directeur des finances au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci pour votre participation. C'est moi qui vous remercie. Merci, professeur Djemeldine Akretch. Vous êtes recteur de l'université de l'USTHB. Merci encore pour votre participation. C'est moi. Et tout de suite, nous passons à la partie rubrique, tout de suite, juste après ceci.
De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie et place maintenant aux rubriques conseils pratiques et Wichel avec Wahida Salmchef. Et pour conseils pratiques, nous recevons aujourd'hui coach Benbou Abdallah Jamila. Vous êtes coach professionnel et hypnothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'avoir invité. C'était un plaisir en tout cas la dernière fois et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et bien sûr pour sa rubrique Wichel, Wahida Salmchef, bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdoulilah, tranquille. Alhamdoulilah, très très bien. Merci. Alors on parlait d'université. Il faut savoir que la vie universitaire, l'université nous prépare aussi à la vie professionnelle. Et la vie professionnelle, qui dit vie professionnelle, dit entretien d'embauche. Et comment réussir son entretien d'embauche, justement, on en parle aujourd'hui avec vous dans Conseils pratiques. Juste après ceci, le jingle. Alors, comment réussir son entretien d'embauche? Alors, première question, comment se préparer efficacement à un entretien d'embauche? Voilà, donc dès le début, on doit se renseigner sur l'entreprise chez qui on va postuler. Oui. Voilà. Donc d'abord, il faut se renseigner sur cette entreprise, c'est-à-dire ses valeurs, ses missions, sa place dans le marché. Voilà. Et ensuite, on se renseigne sur le poste qu'on va occuper. Oui. Est-ce que c'est dans notre prérogative? Est-ce que ça correspond à mes compétences? Si ça correspond majoritairement à mes compétences, bien sûr, je postule, sinon, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, aussi, quand on se prépare à notre entretien d'embauche, on fait une visualisation. C'est quoi une visualisation? Alors, une visualisation, c'est une technique de la PNL parce qu'il faut savoir que notre cerveau, ou bien plus précisément notre inconscient, ne sait pas faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. D'accord. Et lorsqu'on lui fait vivre une situation dans notre imagination, il va penser que vraiment il l'a vécu. Oui. Voilà. Donc c'est un peu comme un kelkholo, tu vois. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, ce que je fais avant chaque émission, c'est que je me prépare en face d'un miroir. Voilà. C'est ça? Oui, Ah c'est aussi une visualisation. Et à ce moment-là, quand on est devant, par exemple, la personne qui va faire un entretien, elle va s'imaginer face à son recruteur, comment elle se comporte, comment elle parle, comment. Et là, une fois qu'elle va vraiment se retrouver devant la situation, son cerveau va lui dire, c'est bon, j'ai déjà vécu cette situation, donc il n'y aura pas cette peur. Oui. Voilà, donc là, ça va vraiment... La peur de l'inconnu, exactement. Son cerveau, il se dit, c'est bon, je l'ai déjà vécu. Même si c'est dans l'imaginaire, il va se dire, oui, je l'ai vraiment vécu. Voilà. Donc ça, aussi, on va parler de la tenue vestimentaire. Eh oui, parce qu'on n'y pense pas forcément, la tenue vestimentaire. Premièrement, dès le début, j'allais vous interrompre, mais je vous ai laissé finir. C'est vrai que on n'a pas forcément l'habitude de se renseigner sur l'entreprise dans laquelle on postule. Oui. Donc ça, pour beaucoup de personnes, c'est déjà une information à avoir. Se renseigner sur l'entreprise. Quand on cherche un travail, oui, on cherche le poste de secrétaire dans telle entreprise. Donc nous, en général, on se dit secrétaire, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, d'accord. Mais on ne cherche pas à savoir ce que fait l'entreprise, dans quel domaine travaille l'entreprise ou autre chose. Donc ça, c'est un bon point à savoir. Parce que quand on arrive dans un entretien d'embauche, donc le recruteur, il va voir, est-ce que vous avez été curieux, est-ce que vous avez des renseignements. Donc voilà, c'est ça qui va lui montrer des points en plus pour nous. Voilà, exactement. Ça va lui montrer que vous êtes curieux, que vous êtes quand même conscient de ce que vous êtes venu chercher. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important. Tenue vestimentaire, partir en costume 3 pièces? Pas forcément. Pas forcément. Donc une tenue dans laquelle on est confortable. Bon, il faut éviter les jeans troués, voilà, un minimum quand même. Les micro-jupes, voilà, pas de shorts, pas de claquettes bien sûr, et aussi les tenues transparentes. Il faut vraiment se conformer aux règles sociales aussi. Voilà, ça c'est très important. Et aussi, par exemple, les couleurs aussi, choisir les couleurs, par exemple. Ah oui. Ouais. Ne pas partir en fluo. Pas tout en rouge. Okay, parce que ça risque, si le recruteur est un petit peu énervé, donc ça risque de l'énerver encore, plus. Comme le taureau. Voilà. Si on peut mettre quelques petites touches comme ça, peut-être un petit foulard ou... Rester sobre.
Voilà, c'est ça. D'accord. La Et sobriété, donc c'est- la couleur qui est recommandée, c'est le bleu. D'accord. Parce que le bleu, ça nous donne une confiance en nous-mêmes. C'est vrai que ça apaise le bleu en général. Voilà, Comme le c'est- ciel est bleu, la mer est bleue, Voilà, ça ça fait du bien. apaise. Voilà, donc c'est... Et justement, quand on va passer un entretien d'embauche, on a tendance à stresser et stresser beaucoup, et ça se voit sur notre comportement, ça se voit sur notre visage. Alors, comment gérer le stress avant et pendant justement l'entretien? Oui, oui, oui. Donc, bon, d'abord, il faut savoir que le stress, c'est naturel. OK? Donc, depuis que nos ancêtres, c'était quelque chose qui nous faisait réagir par rapport à un danger. Mais lorsque C'est notre ça dure, instinct de vie. c'est l'instinct de vie. Alors, soit on combat, soit on se fiche, soit... Donc, chacun a sa réaction. Donc, mais c'est quand ça dure dans le temps que c'est pas normal. Et c'est quand ça c'est activé au moment où il n'y a aucun danger, c'est là que c'est pas normal. Donc, on a cette manière de gérer le stress. D'abord, on en a parlé la dernière fois, la cohérence cardiaque. Faire juste 5 minutes lorsqu'on est en salle d'attente, par exemple. Oui. Et on apprend à le faire. Des exercices de respiration. De respiration, tout doucement, oui. c'est ça. Et ensuite, on peut tenir une petite balle comme ça dans sa main, au lieu de se rabattre Oui, les sur balles anti-stress. les voilà. balles anti-stress. Parce que, vous savez, parfois dans les salles d'attente, les gens prennent comme ça leur CV et, Oui. et par stress, ils vont... Ils le triturent comme ils ça. le triturent voilà. comme ça. Et le moment de passer, il sera dans un sale état lamentable. J'ai peut-être le problème s'ils vont suivre notre rubrique. Voilà, la rubrique, D'accord. Wahida va nous Vous donner savez, des ce astuces sera par pour rapport à toi, ça. Exactement. Aussi, il y a aussi, par exemple, se mouiller le bout des mains. Ça déstresse. D'accord. Oui, c'est pour ça. Moi, je vais qu'il me demander tourne par ça. voilà, aller au sanitaire, par exemple, juste se mouiller, ou bien une bouteille qu'on a. Le fait de donc se mouiller, se rafraîchir, Les mains. ça apaise. Ça apaise, justement. Et aussi, vous savez que, je ne sais pas, est-ce que c'était dans le siècle dernier et tout, comme quand on apprêtait quelqu'un à monter sur le trône. Oui. Alors, bien sûr, ils stressaient et on leur donnait une technique, c'était de se concentrer sur les orteils et de faire bouger les orteils. Donc, ça ne se voit pas. Ben oui, ils sont cachés Voilà. dans nos chaussures. Sauf si on Voilà. porte des sandales. Bon, pour aller dans le trône, je ne pense pas qu'on porte des sandales. Voilà, ça, c'est une technique. Ensuite, bien sûr que, après tout, pendant l'entretien, juste mettre dans sa tête que le recruteur n'est qu'un humain. Oui. Hein, donc se mettre à égal avec Exactement, c'est pas un monstre qui le va recruteur. nous, Exactement. Et ça aide bien sûr et avoir justement arrangé sa posture. Ça nous donne confiance en soi parce que la posture joue sur les idées et vice-versa. Oui, justement, la posture et tout ça, donc notre façon de nous tenir, ce qui fait partie de la communication non verbale pendant l'osmose. Quelle est l'importance justement de la communication non verbale pendant l'entretien? Oui. Alors, la communication non verbale, déjà, il faut savoir que ce qu'on communique avec les paroles, c'est uniquement 7%. Tout le reste, c'est de la communication non verbale. C'est-à-dire soit avec notre corps, soit avec des micro-expressions. Oui. Voilà. Et on le fait de manière inconsciente. Donc, on n'a pas de contrôle sur ça. Et lorsqu'on va justement dans un entretien d'embauche, on va se préparer à ça. Oui. Pour pas faire inconsciemment des choses qui vont venir à notre rencontre, hein, à notre désavantage. Donc, d'abord, c'est bien de regarder le recruteur dans les yeux. Oui. Voilà, déjà, le fait de le regarder dans les yeux, ça va nous donner une certaine assurance et ne pas se concentrer sur autre chose. Aussi, comme je disais, se mettre à égalité avec, juste pour penser que c'est juste un être humain comme nous. Voilà. Voilà. Le sourire, il est très important. Oui. Voilà. Déjà, dès que la personne arrive, dès que vous arrivez, vous rentrez avec un sourire. Bien sûr. Voilà, ça c'est important. Donc, la posture, ne pas s'affaisser, ok. Il faut juste arranger sa posture parce que justement, ça nous donne
confiance en nous. Se tenir droit. Exactement. Le buste et aussi le buste en avant. Alors, qu'est-ce que ça dénote? Le fait d'avoir le buste en avant, ça montre à votre recruteur que vous êtes intéressé. Que vous l'écoutez. Ne jamais croiser les mains ou les bras. Oui, parce que c'est une posture de renfermement. Voilà. Il faut rester ouvert. Donc, je suis ouvert justement à l'entretien. D'accord. Ça, c'est important. Et aussi, parfois, on a des autocontacts par stress. Se toucher les cheveux, se toucher, je sais pas, les boucles, le visage. Et comme par hasard, ça commence à nous démanger à ce moment-là et on se retrouve à se Exactement, gratter. tout ça, c'est le stress. Bon, je ne vous dis pas qu'il faut se contrôler à 100%. Oui. Restez juste naturel et ne pas trop en faire, c'est tout. Et un dernier point que je voudrais justement, dont je voudrais parler, c'est quand on parle avec les mains. Alors déjà, nous, on est méditerranéens, on parle beaucoup avec les mains. Surtout moi, je parle beaucoup avec les mains. Je m'en suis rendu compte quand je me regarde. Alors, justement, quand on parle avec les mains, ça fait naturel. Il y a une congruence avec ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est très important. Donc, le recruteur vous observe et ça le rassure et il se dit, tout ce qu'il est en train de dire, ça concorde avec ses gestes. D'accord. Bien sûr, il ne faut pas trop en faire, ne pas trop occuper l'espace. D'accord. Voilà. Des mouvements discrets, on va dire. Alors, comment répondre aux questions courantes comme « parlez-moi de vous » ou « décrivez vos forces et vos faiblesses ». C'est vrai qu'on vous pose cette question et à ce moment-là, est-ce qu'on doit être honnête et donner réellement sa faiblesse ou est-ce qu'on doit mentir un petit peu? Oui. Alors, donc, justement, lorsque votre recruteur vous pose ces questions, ce n'est pas pour vous embêter, bien sûr, c'est pour voir si vous avez du recul sur vous-même, si vous avez cette capacité à vous remettre en question. D'accord. Et donc, si vous parlez de vos qualités, il va voir comment vous vous mettez en avant, comment vous parlez de vos qualités, de ce que vous avez. Il va voir comment vous savez vous vendre. Voilà. De votre plus-value. Voilà, exactement. Voilà. Et concernant les faiblesses, on en a tous, bien sûr. Donc, c'est juste de rester, bien sûr, vrai. Et aussi dire, par exemple, voilà, on m'a fait telle remarque, on m'a reproché telle chose. Et moi, c'est vrai, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais une fois qu'on m'a fait la remarque, je me suis remis en question. Et maintenant, je suis en train de corriger ça. Donc, on est en train de dire indirectement que je suis ouverte aux critiques et que je peux refaire un travail sur moi-même. C'est exactement ça. Très bien. Nous allons passer à la rubrique Oui, cher. Donc, Wahida va nous parler un peu du CV. Et si on a encore un petit peu le temps, j'ai une dernière question à vous poser. D'accord, très bien. Alors, Oui, cher, tout de suite après ceci. Alors, Wahida, le CV 2.0, c'est toi qui nous en parles aujourd'hui. Exactement. Donc, comme on est à l'ère numérique, les temps ont changé, les postes ont évolué, et pourquoi pas les CV. Donc, fini d'utiliser du papier comme j'en ai aujourd'hui et de l'encre. Et en fait, souvent, on reçoit des CV à 5-6 pages. On croit en mettant plus de pages, ça va nous donner plus de chances à être recruté ou pas. Ça va attirer l'attention du recruteur. Ben, monsieur, dame, sachez que c'est faux. Donc, en moyenne, selon des études, un recruteur passe environ 20 secondes à balayer du regard un CV. Donc, il va juste capter ce qui l'intéresse. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je préfère parler du CV 2.0. Peut-être que certains l'ont déjà utilisé, d'autres ne savent pas. Ils vont se dire qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit. Justement, quel est le principe? Vous allez adorer. Donc, il est connu sous le nom de curriculum vitae numérique ou bien en ligne. Pourquoi en ligne? Parce qu'on utilise des applications ou des sites web en ligne, tout simplement. Donc, une version moderne et interactive du traditionnel CV papier. Donc, conçu pour l'ère numérique, il incorpore des éléments multimédia tels que des liens, des vidéos et tout simplement des petites vidéos que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, il permet aux candidats de présenter leurs compétences et expériences de manière dynamique en utilisant les avantages de toutes les technologies du web.
mais aussi il offre une opportunité de se démarquer dans un marché du travail de plus en plus compétitif en mettant en avant la créativité et les compétences technologiques de la personne qui passe l'entretien. Parce qu'on peut très bien parler, on peut passer des heures à parler de nos compétences, mais si on les voit, si on les décèle dès le premier regard, tout cela va changer. Par exemple, là, sur ce CV, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs qui sont utilisées de la part de la personne qui postule. Non seulement qu'il y a des couleurs, mais aussi des liens, c'est interactif. Des liens, exactement, des liens, mais aussi les outils qu'ils maîtrisent. Parce que maintenant, avec tous les outils qu'on utilise, ça facilite la tâche. Et au lieu de passer son temps à les expliquer aux recruteurs et qu'au final, on ne sait pas les utiliser, donc là, ça va vraiment... C'est beaucoup plus clair. De mind map, on va directement à l'essentiel. Exactement. Les couleurs, c'est vrai qu'elles attirent vraiment. Elles attirent le regard directement. Donc, ce qui est très important, ce qu'il faut retenir dans un point, dans un CV 2.0, j'essaie de faire très vite pour revenir à une question. Parce qu'il y a une question quand même importante. Exactement, moi aussi, j'y pense. Donc, il faut choisir une plateforme appropriée. En ce moment, il y a plein de sites internet, il y a même des gratuits. Je parle toujours de gratuité parce que je sais que ce n'est pas évident quand on est étudiant ou quand on est à la recherche d'emploi de payer encore des frais pour faire son CV. Tout simplement, je mets mon nom, mon profil. En fait, je mets des idées principales et le site internet ou l'application va me faire plusieurs propositions et moi, je vais choisir selon mon profil. Donc, mettez en avant votre marque personnel. Vous allez voir sur les CV que j'ai choisis, il y a un monsieur qui sait dessiner tout simplement parce qu'en fait c'est un créateur illustrateur. Donc il a dessiné tout simplement, il n'a pas besoin de le dire, mais lorsque le recruteur va croiser... Il donne la preuve, voilà. Tout simplement, il va croiser son CV, il va se dire tiens, c'est original, il dessine en plus, donc voilà. Voilà, vous imaginez sur une centaine de CV, il y a votre CV qui est original et qui est marquant. C'est celui-là qui va tout vraiment simplement attirer l'attention. Exactement, il va sortir du lot. Voilà, il va sortir du lot. Donc soyez concis et impactant. Ça ne sert à rien de mettre une dizaine de photos. Par exemple, regardez là, la demoiselle, elle s'est dessinée et elle a mis tout simplement ses compétences. On n'a pas besoin d'écrire 5 pages ou 6 pages pour raconter que j'ai travaillé à la télévision, j'ai été à X ou Y entreprise. Ça ne sert absolument à rien. Et aussi très important, il ne faut jamais inventer des postes. Oui, jamais mentir. On va jamais mentir parce que ça va savoir tôt ou tard, ça va se découvrir. Par exemple, si j'ai travaillé pour la télévision algérienne, je n'ai pas étalé ma vie et raconté que j'ai fait ceci, cela de telle date à telle date et j'ai fait dans cette émission ou autre. Tout simplement, je peux mettre un lien où le recruteur va cliquer et va regarder par lui-même, il va savoir dans quel domaine je peux exceller. Il y a aussi... il faut toujours vérifier les liens par contre, parce que c'est bien beau d'être à la technologie. Imaginez... Vérifier que c'est bon lien qu'on a envoyé. Exactement, parce que vous imaginez... Je clique et ça voilà, et ça sort sur autre chose. Là, on est mal. Largement, exactement. Donc, il faut être vraiment authentique. Une dernière information oui. Il faut vraiment faire attention parce que là, le recruteur, il peut vérifier ses emails. Sur son téléphone. Donc, imaginez s'il ouvre votre CV sur son téléphone et qu'il n'est pas adapté, donc il va passer à autre et malheureusement, il va passer à côté de votre CV. Très bien. Merci Wahida. Juste une dernière question. Oui. Doit-on parler du salaire pendant l'entretien d'embauche, oui ou non? Voilà, je voulais savoir ça. Voilà. Donc, pas au début, surtout pas au début. D'accord. Voilà. Donc, vers la fin, une fois que l'entretien sera terminé, donc vous pouvez aborder la question pécunier, oui. Voilà, l'aspect. Parce que déjà, justement, nous, on a toujours du mal à parler de l'argent. Oui, on a toujours de... C'est aussi dans notre culture. C'est culturel, tout à fait. On a toujours ce mal à le faire. Donc, le faire en fin d'entretien et juste parler d'une fourchette. Voilà, je me suis renseignée, j'ai une idée sur... c'est entre tel et tel, voilà, pour ne pas donner... moi, je suis bien curieux de savoir... quelle est la rémunération de ce poste. Quelle est la rémunération de ce poste, tout à fait. Très bien, merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Il y avait encore pas mal de questions. Oui, mais sauf qu'on n'a pas eu assez de temps. On n'a pas eu assez de temps, mais on y reviendra. C'est un sujet assez vaste. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Exactement, il y a beaucoup de choses à dire. Alors je rappelle, coach Benboua Abdallah Jamila, vous êtes coach professionnel et hypnothérapeute. Merci encore pour votre participation. Merci Mounia. Wahida Selmchif, demain on se retrouve pour Wisher encore. Demain on parlera de...
Nature. Je donne juste un petit indice nature. D'accord, nature. Il n'y a pas mieux que le nature et que le naturel. En tout cas, c'était votre émission Ma famille, ma vie. Ça prend fin. Et puis, je vous propose de continuer la journée avec les programmes de Canal Algérie. Vous retrouverez cette émission sur la plateforme YouTube en tapant tout simplement Canal Algérie. Sinon, on vous donne rendez-vous demain à 10h30 sur Canal Algérie et en direct, bien sûr. Au revoir. Bonne journée.